trois et toutes les autres personnes qui ont travaillé sur ce projet. J'en profite. C'est bon. Alors, j'en profite pour passer le bonjour aux deux chercheurs qui ont co-encadré cette petite recherche que je vous présente aujourd'hui, qui est un peu le prélude de la thèse que j'effectue aujourd'hui. Donc, Robert Donald et Christine Hervé, qui sont tous les deux chercheurs à Toulouse et qui m'ont co-encadré en fait dans le cadre de cette première recherche que j'ai réalisée en 2023 sur les experts et les expertes naturalistes qui exercent en bureau d'études. Donc ça tombe quand même pile poil dans le thème de cette journée d'études, puisque je me suis intéressé à des personnes qui sont à la fois a priori ingénieurs et des personnes qui sont aussi des écologues, des spécialistes de l'écologie, de la botanique, de la zoologie, et qui donc du coup sont sensibles en fait à l'écologie autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue intime. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un naturaliste? C'est un spécialiste de la zoologie ou de la botanique de terrain, c'est important de le préciser. Et qu'est-ce qu'un naturaliste expert ou experte qui exerce en bureau d'études? En fait, tout bêtement, c'est un naturaliste qui est employé par une entreprise de conseil et qui réalise toutes des expertises qui sont en général légalement nécessaires dans le cadre d'aménagement du territoire. Avant tout projet d'aménagement, en fait, il faut réaliser des expertises en termes de biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étude d'impact? Très brièvement, l'étude d'impact, c'est l'expertise que les naturalistes en général réalisent. Du moins sur le volet biodiversité, elle se sépare en trois grandes parties. Un état initial qui est en fait un inventaire des espèces protégées et patrimoniales qui sont sur le terrain, les espaces à aménager. Puis une partie impact et mesure qui est assez célèbre pour la séquence ERC qu'elle contient. Donc on va aller venir identifier les impacts bruts en fait, qui sont identifiés, qui vont être occasionnés par l'aménagement. Et ensuite, les naturalistes vont déduire des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, qui sont en fait des mesures de protection de la biodiversité, qui se font dans un objectif d'éviter toute perte nette de biodiversité. Et enfin, dernière étape de l'étude d'impact qui garantit, si vous voulez, un petit peu sa légitimité et sa pertinence, c'est le suivi et le contrôle des mesures par l'administration compétente. Alors, l'étude d'impact, elle est quand même vivement critiquée aujourd'hui par la communauté scientifique pour plusieurs choses, et je vais être assez bref du coup sur le sujet. Déjà, l'expertise, elle est réalisée par des bureaux privés. Donc elle apparaît assez peu détachée des enjeux politiques et des enjeux économiques de ces entreprises qui sont imprégnées par des rationalités économiques. En fait, le but, ça va être de vendre des expertises aussi. Plus spécifiquement ensuite sur l'étude d'impact en elle-même, il y a beaucoup de recherches sur la compensation qui est très décriée, notamment parce qu'on a du mal à quantifier ce qu'on va perdre quand on détruit un milieu, et la compensation, l'objectif c'est d'aller compenser ce qui a été perdu ailleurs, donc on a un petit peu du mal avec cette équation scientifiquement à prouver sa pertinence écologique. Ensuite, la hiérarchie de la séquence ERC, donc éviter, réduire, compenser, elle est souvent assez peu respectée. Et globalement, la compensation aujourd'hui, que ce soit dans le cadre de l'étude d'impact, mais aussi plus récemment sur d'autres politiques publiques comme l'objectif ZAN, c'est donc zéro artificialisation nette des sols, c'est l'outil principal de légitimation de l'action publique pour protéger la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Sauf que ça apparaît en fait pas mal de personnes comme étant un moyen de légitimer la destruction des milieux et de permettre la construction de projets en disant ok, bon, ce parc par exemple qui va venir détruire une forêt, mais on va en replanter une ailleurs, on va faire un truc écologique. Dernière petite définition en cascade, est-ce que les naturalistes finalement sont des ingénieurs? Alors il y a une précision qui s'impose. Pas tous, pas toutes. En bureau d'études, oui, majoritairement. Moi, dans mon enquête, j'ai majoritairement rencontré des ingénieurs. J'ai rencontré qu'une seule personne qui n'en est pas un. Mais traditionnellement, on parle soit de naturalistes, soit d'écologues. Écologue, c'est plutôt l'ingénieur en écologie.
mais c'est un petit peu une position différente. En tout cas, moi, dans mon étude et dans les bureaux d'études de façon générale, ce sont plutôt les naturalistes et les écologues qui occupent en fait des postes assez communs d'ingénieurs et d'études naturalistes. Alors, quel était l'objectif de cette enquête? C'était du coup de s'intéresser aux êtres humains qui sous-tendent cette expertise-là et qui protègent du coup la biodiversité a priori dans l'aménagement du territoire. Ces ingénieurs-là, ils sont intéressants parce qu'ils cumulent des rôles sociaux et intimes qui sont parfois très différents, voire antagonistes. Par exemple, ils nourrissent des engagements envers la nature, très souvent ils sont extrêmement passionnés, et ils sont les premiers traducteurs et traductrices du vivant dans un monde qui est quand même plutôt sourd. Ils sont ingénieurs directement acteurs et actrices du vivre économique de leur entreprise, qui parfois sont assez petites. Ils ont des engagements vis-à-vis de l'État, ils sont les premiers agents sur le terrain quand ils réalisent des études d'impact, et ils doivent montrer patte blanche aux administrations de contrôle en présentant des expertises qui sont plutôt conformes à la réalité et aux attentes légales. Donc leur expertise, elle est ambiguë, elle est doublement en fait au service de la protection de la biodiversité et du développement des territoires. Alors moi, dans une perspective extrêmement exploratoire à l'époque, je me suis simplement demandé ce que c'était qu'être un ou une naturaliste en bureau d'études en plein contexte de crise écologique. C'est une question qui a pas mal infusé dans le débat public et encore récemment avec un article de Mediapart qui vient de sortir il y a une semaine sur Biotope, le plus gros bureau d'études écologiques en France. Bref, je passe, mais c'est une question qui est éminemment politique puisqu'elle est très paradoxale. Alors, en termes de méthode, j'avais un cadre conceptuel assez souple. J'ai étudié beaucoup de psychologie environnementale, mais aussi beaucoup de sciences politiques, d'écologie. C'est une étude qui reste de petite envergure, puisqu'elle comporte que une quinzaine d'entretiens semi-directifs. C'est un prélude en fait à mes prochains travaux. Et c'était formé sur des entretiens qui pouvaient aller jusqu'à 2h, 2h30, donc assez long. Et j'ai essayé d'avoir une grille d'entretien assez progressive pour créer une amorce, une alliance en fait, avec la personne en début d'entretien, parce que en fait, l'entretien pouvait être difficile psychologiquement, surtout sur la fin, avec des questions plutôt parfois un peu complexes, et donc très intimes, donc pouvoir créer cette alliance, etc. Ensuite, très classiquement, analyse individuelle thématique, vraiment qualitative de ce que j'ai pu regrouper comme données, puis une analyse globale comparative. Alors, en termes de résultats, quelques réalités pratiques d'abord, et peut-être premièrement un résultat qui n'en est pas un. Déjà, ça a été très difficile de rencontrer des experts naturalistes en bureau d'études, parce que beaucoup sont méfiants en fait, vis-à-vis de la presse ou des chercheurs. Il y a des bureaux d'études qui m'ont empêché de rencontrer des employés. Certains m'ont pris pour un chasseur de tête déguisé en étudiant. Donc ça renseigne pas mal sur l'état de paranoïa et la méfiance palpable qu'on retrouve dans les bureaux d'études, notamment vis-à-vis de l'extérieur. Ensuite, résultat important et qui permet de comprendre un petit peu ce que c'est aussi qu'être naturaliste, le monde naturaliste en lui-même il est assez fracturé. Traditionnellement, la vie du naturaliste qu'on a, c'est celle d'un naturaliste en milieu associatif. Donc, ce sont des personnes qui sont plutôt créatrices et créateurs de données sur la biodiversité et qui sont en général associés à un contre-pouvoir. Ils ont un rôle de contre-expertise, notamment dans les projets d'aménagement du territoire, et ils sont perçus comme pouvant protéger du coup réellement, efficacement et surtout indépendamment la biodiversité. Alors que l'expert en bureau d'études, il réalise des expertises pour des porteurs de projets qui font à terme d'études d'environnement. Donc du coup, l'expert en bureau d'études, l'expert naturaliste, il est plutôt associé à l'image de collaborateurs et de collaborateurs de la destruction de l'environnement. Deuxième chose qui explique un petit peu cette fracture dans le monde naturaliste, c'est que les naturalistes en bureau d'études, pour la plupart, ils sont en bureau d'études parce qu'ils n'ont pas eu de place en milieu associatif ou parce que ce sont des chercheurs qui n'ont pas trouvé de place dans le monde de la recherche et qui du coup sont repartis dans le génie écologique. Alors, l'opposition, cette fracture dans le monde naturaliste, là je l'ai présenté sous forme d'opposition, il y a plusieurs bureaux d'études qui collaborent effectivement avec les associations, donc il faut quand même relativiser cet antagonisme qui n'est pas complètement pu. Ensuite,
Les conditions difficiles d'exercice du métier de naturaliste sont très particulières, surtout en cours d'études, puisque le cours d'études, il impose une cadence, une pression temporelle extrêmement forte. Il faut travailler sur plusieurs études en même temps, rendre les parties rédigées rapidement, et parfois prospecter dans la hâte, parce que la rationalité du cours d'études, c'est de vendre des expertises. Passer à la suite. Résultat peut-être central de l'étude, c'est qu'il y a deux grands profils de naturalistes qui émergent au terme de cette enquête. Donc du coup, un premier type largement minoritaire, avec seulement 3 des personnes que j'ai rencontrées, qui sont en adhésion totale avec le modèle de cours d'études classiques et de l'expertise naturaliste telle qu'elle est réalisée dans ces entreprises. Ce sont des personnes qui font confiance en l'action pour la protection de la biodiversité, qui souhaitent maintenir l'ordre social tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont plutôt à l'aise avec la logique de développement et de développement durable, des personnes qui ne souffrent pas psychiquement et qui estiment que leur éthique personnelle est conciliée avec leur pratique professionnelle. Donc à terme, ce sont des personnes qui souhaitent continuer d'exercer dans leur entreprise. À l'inverse, et largement majoritaire, émergent les naturalistes qui sont plutôt en souffrance et en interrogation, qui nourrissent un regard critique vis-à-vis de l'action publique pour la protection de la biodiversité, qui souhaitent changer l'ordre social, c'est-à-dire peut-être aboutir vers des modes de vie beaucoup plus respectueux de l'environnement, voire décroissants, qui expriment une souffrance psychique palpable avec des symptômes complètement reliés à l'éco-anxiété ou la solastalgie. Et ensuite, selon qu'ils exercent en bureau d'études classiques, là, en général, ces personnes-là, elles ne se projettent pas à terme dans l'entreprise, elles souhaitent en partir parce que leur éthique personnelle, elle est très difficile à concilier avec leur pratique professionnelle. Et à l'inverse, j'ai rencontré du coup pas mal de naturalistes aussi qui exerçaient dans des structures alternatives, du scope par exemple, ou des structures à forte composante recherche. Là, il y a beaucoup plus d'approches réflexives sur la conduite éthique à tenir en entreprise. On sélectionne un peu plus les projets en amont, par exemple. Et donc, du coup, les naturalistes, en général, qui sont dans ces structures-là, sentent que leur éthique personnelle est conciliée avec leur pratique pro. Et du coup, ils souhaitent continuer à exercer et à apporter à l'entreprise. Alors, dernière grande partie de ces résultats, les experts naturalistes, c'est assez intéressant parce qu'ils sont les principaux opérateurs de l'action publique, mais ils en éprouvent aussi particulièrement les limites. Ils sont extrêmement critiques des politiques publiques de façon générale pour la protection de l'environnement. Pour eux et elles, l'action publique elle est coincée entre une législation stricte et une application réaliste qui ne suit pas la loi. Les politiques environnementales elles sont bien plus du côté du développement que du côté de la protection de la nature. La protection de l'environnement est trop sectorielle, et enfin la conscientisation de la crise écologique, c'est pas du tout une évidence, toutes et tous. Surtout pour les politiques, les naturalistes les perçoivent comme étant vraiment cette personnification d'un régime capitaliste qui vient entamer toujours plus le vivant. Deuxième chose, les naturalistes sont très critiques vis-à-vis de l'application de l'étude d'impact, et j'en termine là. L'application pour eux, elle est trop aléatoire. Le monde du bureau d'études, c'est un milieu qui peut être très corrompu. Les experts ils subissent trop de pression, qu'elle soit politique, économique ou autre, de la part des élus, des porte-parole, des aménageurs, de l'administration, de leurs collègues, de leurs directeurs de bureau d'études. Et du coup, l'étude d'impact, elle est vraiment peu indépendante, ou en tout cas parfois peu irréprochable. Les experts naturalistes expliquent aussi que les inventaires sont souvent mauvais, ceux qui sont réalisés lors de l'état initial. La majorité des ingénieurs qui travaillent en bureau d'études sont en fait de très jeunes écologues qui sortent tout juste de formation, qui ont très peu d'expérience de terrain, et du coup qui passent à côté de beaucoup d'espèces protégées. Et enfin, les mesures prescrites par l'étude d'impact, notamment la compensation, ne sont pas du tout suivies en général. Les experts naturalistes ont l'impression de travailler pour rien, parce que l'OFB manque de moyens notamment et ne peut pas suivre tous les projets. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que le point de tension de l'expert naturaliste qui exerce dans un milieu qui lui permet d'être à la fois collaborateur de la destruction du vivant et agent de protection de la biodiversité, c'est que ça permet de questionner la responsabilité de ces personnes. Dans cette étude, sur toute
toutes les personnes que j'ai rencontrées, il n'y en a qu'une seule qui a endossé clairement ce rôle, cette responsabilité d'être une aide à la destruction de la biodiversité, même si d'autres ont pu l'insinuer par la suite. Cette personne met cette phrase qui est au tableau: nous sommes les amoureux de la nature qui aidons à la détruire. Ça m'a un peu marqué. Il reste quand même qu'aujourd'hui, dans le paradigme tel qu'il est de l'action publique, le meilleur moyen pour un naturaliste d'exercer sa passion, c'est de vendre des prestations d'expertise à des personnes qui souhaitent altérer le vivant, même si c'est de façon intéressante. Voilà.